Gaulle, je suis professeur à la Haute École Pédagogique de Vaud. J'espère qu'il n'y aura pas besoin de me modérer, parce que je vais être assez modéré. Et puis il n'y aura pas beaucoup de théorie non plus. Je vais vous parler en fait d'un ouvrage collectif qui est un rassemblement d'enquêtes sur l'école inclusive en Suisse. Alors vous voyez, dans le titre, il y a écrit inclusion et puis école inclusive. Alors il y a une différence. C'est que l'inclusion, c'est assez étonnant, mais l'inclusion, c'est aussi un mouvement, et il y a beaucoup de gens qui sont partisans de l'inclusion, et quand on raconte des choses qu'on a vues sur le terrain, ils disent toujours « Ah oui, mais c'est pas ça l'inclusion ». Donc il y a cette idée de rapport entre quelque chose d'idéal qui est quelque part au ciel, peut-être, je sais pas, dans l'étape de la loi, et puis la réalité qui ressemble pas forcément au rêve de l'inclusion. Donc voilà, moi je vais vous parler de réalité, en tout cas les réalités qu'on a essayé d'observer. Donc c'est un ouvrage qui s'appelle Le nom de l'inclusion. Vous avez les auteurs, je ne sais pas si vous arrivez à lire, là en première page. C'est une collection très sobre, c'est blanc, il y a les noms d'auteurs, le titre et rien d'autre. Et c'est un ouvrage qui donc, porte sur l'école inclusive dans le canton de Vaud en Suisse, un canton donc, francophone. Il est assez localisé, il s'inspire tout de même de la littérature internationale. Et notre but, c'était d'apporter à la fois un point de vue favorable à l'inclusion, parce qu'on n'est pas du tout défavorable à l'inclusion. Bon, vous voyez aujourd'hui qu'il y a un backlash assez important sur l'inclusion. Je ne sais pas s'il a démarré aux États-Unis, mais il est très fort aux États-Unis, qu'on retrouve un peu partout, y compris en Suisse. Hein. On a des changements politiques qui font que l'inclusion n'est plus un odeur de sainteté, mais donc critique parce que on a un certain nombre de choses, d'objections à apporter aux politiques inclusives. On ne va pas plus parler d'inclusion, mais de politique inclusive et singulièrement d'école inclusive, voire, comme on dit en Suisse romande souvent, école à visée inclusive, ce qui signifie qu'on est quand même modeste. Hein, on va essayer, mais on n'est pas sûr d'y arriver. Bon, voilà. C'est un peu ce que ça veut dire. Donc pourquoi ? Parce que les politiques inclusives révèlent aussi quelque chose qui n'a peut-être pas grand-chose à voir, mais qui est circonstanciellement lié, c'est la manière de faire de la politique aujourd'hui, notamment en matière d'éducation. Ensuite, parce que les politiques inclusives font beaucoup de promesses aux familles et aux parents, et elles ne les tiennent globalement pas. Hein. On a parlé ce matin de ces 40 000 élèves en France qui ne sont pas scolarisés. Bon, en Suisse, c'est secret, parce que vous savez que la Suisse, c'est le pays du secret, c'est pas que le secret bancaire, c'est le secret en général. Et donc, on ne sait pas combien il y a d'élèves qui ne sont pas scolarisés, mais j'ai mes collègues d'ailleurs, les autres collègues là, de cet ouvrage qui font des enquêtes dessus, déjà sur le plan qualitatif. D'ailleurs, je vous recommanderai un ouvrage enfin qui parle justement d'un seul cas, hein, c'est juste une étude de cas d'exclusion scolaire, d'exclusion scolaire, donc au nom de l'inclusion, on exclut. Mais disons qu'en Suisse, il y a sûrement beaucoup d'élèves qui sont exclus sans qu'on sache vraiment. Il y a un secret là-dessus qui est effectivement pour éviter éventuellement les recours, les procès, etc. Donc les politiques inclusives, elles ont tendance aussi à individualiser les familles dans leur rapport à l'école, avec tout ce que ça suppose du point de vue des capacités des familles à répondre ou à se défendre, etc. Et puis elles font quand même payer un prix élevé aux enseignants. Et je dois dire que dans l'ouvrage, dans l'équipe, là je suis un peu celui qui tient pour les enseignants, parce que traditionnellement, les gens qui travaillent sur l'inclusion ont souvent un discours anti-enseignant, et moi j'ai voulu apporter un discours en disant « oui, mais les enseignants ils sont aussi coincés dans cette histoire, donc il faut voir un peu les deux côtés de l'affaire ». Voilà. Donc une manière de faire de la politique, je vais vous parler de ça d'abord. Ensuite, je vais vous parler du lexique de l'inclusion. Qu'est-ce que c'est un peu cette idéologie qui est battue en brèche aujourd'hui, hein, ce livre il commence à être un petit peu en retard déjà. Cette idéologie de la diversité contre l'égalité, qui aujourd'hui c'est ni diversité, ni égalité, ni rien du tout. Puis bon, le déplacement des marges de l'école, ça c'est une étude un peu statistique sur qu'est-ce que ça veut dire les politiques inclusives du point de vue statistique. Ensuite, donc l'effet de particularisation des familles, comment à partir d'un syndrome, d'un trouble, enfin tout ce vocabulaire quasi médical, on particularise les familles, on n'est plus une famille, mais la famille d'un élève autiste, la famille d'un élève ceci, cela. Et puis donc le prix de l'individualisation des pratiques pédagogiques qui pèse sur le travail enseignant et qui produit son intensification. Voilà, donc une manière de faire de la politique. D'abord, effectivement, les politiques inclusives se situent dans les nouvelles façons de faire de la politique, mais qui sont quand même relativement anciennes, qui datent quasiment des années 80, avec une radicalisation au début du XXIe siècle, donc un caractère client-centré, hein, on définit la politique par rapport à un client. Ensuite, l'idée de passer par le niveau transnational pour s'imposer, hein, c'est des politiques qui... On abandonne un peu le système de la cogestion, où on gérait avec les syndicats le système éducatif. Là, on passe par des organismes internationaux pour légitimer les politiques et pour dire aux syndicats, bon, maintenant c'est terminé, c'est comme ça que ça se passe dans le monde entier.
Ensuite, la dimension morale très forte des politiques inclusives, ce que ça suppose, et puis la brutalité de l'action. C'est-à-dire que la plupart des gens qui décrivent comment on a mis en place des politiques inclusives, souvent ça se fait de façon assez brutale, assez verticale. Alors, donc, comme je l'ai dit, l'individualisation des politiques publiques, ça date de la fin des années 80. Les services publics, vous vous rappelez de Rocard par exemple en France, sont censés se mettre au service du client, c'est-à-dire de l'usager qui devient un client plutôt que de la raison d'État. Ensuite, par exemple, on peut citer la loi de 89 en éducation en France, hein, qui met l'élève au centre, avec la notion de projet. L'élève fait un projet, la famille fait un projet, etc. Mais les politiques inclusives s'inscrivent dans une évolution, c'est post-mondialisation, post-89 si vous voulez, post-chute du mur de Berlin, etc. Avec cette idée que on produit des chartes, pas seulement dans le domaine de l'inclusion, on produit des chartes internationales par des organismes internationaux, ça peut être l'OCDE, ça peut être l'UNESCO, ça peut être l'Union européenne, etc. On produit des déclarations, comme la déclaration de Salamanque qui porte sur les politiques inclusives, et là on a une radicalisation de l'individualisation, je vous en parlerai juste après. Alors, un autre élément, donc, c'est que quand on parle de charte internationale, c'est-à-dire qu'on passe par le niveau international pour légitimer une politique, on a des organisations donc, telles que le Conseil de l'Europe, l'UNESCO, l'OCDE, etc., qui légitiment l'action. Ça permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éviter la cogestion avec les syndicats ou l'affrontement, clairement, avec les syndicats. Et puis donc ces instances formulent des chartes, des déclarations qui n'ont pas de force contraignante, mais qui inspirent et qui donnent une autorité, l'autorité de la force morale. Hein, c'est-à-dire c'est forcément des thèmes moraux. Et donc après ça permet de produire des lois, des règlements, etc., des pratiques, ou simplement des programmes, ce ne sont pas forcément des lois, au niveau territoriaux inférieur, national, régional, cantonal, etc. Donc, la Déclaration internationale de Salamanque, donc sur laquelle toutes les politiques inclusives s'appuient, hein, de 1994, offre une posture morale aux États et elle est caractérisée par la notion d'attention que l'on doit aux plus faibles dans la vie en société et notamment à l'école. Mais c'est pas seulement ça, ça c'est la dimension morale. Mais après il y a la dimension aussi d'une certaine conception de l'efficacité, qui est très typique des politiques libérales de l'époque, qui est l'idée qu'on est plus efficace en se concentrant sur la difficulté. C'est-à-dire qu'on arrête de faire des politiques pour tout le monde, on fait des politiques pour les sans-abri, on fait des politiques pour les gamins qui n'arrivent pas à s'insérer, on fait des politiques pour les handicapés, etc., etc. Donc ça ressemble aux politiques sociales de l'époque qui se concentrent sur l'exclusion en général, la misère, etc. L'absence d'accès aux soins, etc. Pardon. Alors cette posture morale, elle est produite par ces déclarations internationales, par des mouvements, par des organismes, mais elle est aussi produite par des changements qui ont lieu, notamment dans les sciences humaines, d'une constitution d'acteurs qu'on peut appeler des entrepreneurs de morale, qui sont souvent des scientifiques, hein, des chercheurs. Entrepreneurs de morale, c'est une expression célèbre que l'on doit à Becker. Donc ce sont des spécialistes, souvent des psychologues, des sociologues, des philosophes, qui sont des militants de l'inclusion, ce qui ne les empêche pas d'être aussi des psychologues, des sociologues, etc., mais qui ont quand même une démarche assez militante. On peut penser évidemment en France à Serge Berson, qui poussent en faveur de l'inclusion, font des travaux qui ne sont pas toujours quand même très scientifiques, hein, c'est souvent des travaux où il y a beaucoup de volontarisme, et participe à internationaliser les thématiques de recherche qui sont finalement un peu les mêmes partout. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous travaillez en sciences de l'éducation comme moi, ou que vous alliez dans n'importe quel département de sciences de l'éducation du monde, vous allez tomber sur les mêmes thématiques de recherche. Diversité, inclusion, genre, développement durable, numérique, etc. C'est les mêmes partout. Et donc ces thématiques, elles sont dupliquées dans toutes ces institutions, et à la base, il y a des acteurs qui ont ce rôle hybride à la fois de chercheurs et d'entrepreneurs de morale. Alors, les entrepreneurs de morale, selon Becker, c'était des individus de classe supérieure qui donnaient des leçons aux individus de classe populaire. Hein. C'est par exemple l'hygiénisme. Hein. On disait aux pauvres, il faut arrêter de boire, parce que si vous buvez trop, vous allez sacrifier votre vie, il faut être économe, etc. Ou comme disait Margaret Thatcher plus récemment, ne faites pas les courses en ayant faim, parce que vous allez acheter trop, donc voilà, ce genre de choses. Dans les cas des politiques inclusives, les entrepreneurs de morale adoptent surtout un point de vue très surplombant vis-à-vis des enseignants. Alors, on a vraiment une attitude où on dit, bon, les enseignants, il faut les bouger, il faut les secouer, il faut changer leur mentalité, etc.
et on verra ce que ça signifie. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on parle avec ces gens que j'appelle des entrepreneurs de morale, mais qui sont très sympathiques par ailleurs, et d'ailleurs j'adhère à la plupart de leurs idées, très souvent, quand on critique, on montre ce qui se passe au nom des politiques inclusives, ils disent oui, mais c'est pas ça l'inclusion. Voilà, c'est toujours oui, mais c'est pas ça, parce que l'inclusion, c'est un modèle comme ça qui est quelque part dans quelques textes, mais qui finalement on ne trouve jamais. La réalité n'est qu'un avatar de cette inclusion. Alors, sur le plan politique, la conviction de défendre une posture morale, elle donne aux élus, aux politiques, souvent le sentiment qu'ils peuvent agir brutalement, hein, vite et fort. C'est ce que le sociologue Xavier Pons appelle la fast policy. On agit vite parce qu'on est sur une position morale, on se dit que c'est pas réfutable, et aussi parce que ça permet donc de surprendre les acteurs. Dans le cas de l'inclusion, c'est beaucoup les syndicats enseignants. On emploie des mots qui expriment quand même assez souvent la brutalité, pour donner l'impression qu'on va être efficace, qu'on va briser les résistances. En France, on peut parler, alors là ça ne concerne pas l'inclusion, hein, mais ce qu'on a appelé les expressions comme choc de simplification, choc des savoirs, opération place nette, enfin ces expressions qui donnent l'impression que le pouvoir politique va frapper fort et régler le problème rapidement. En tout cas, quand on regarde les politiques inclusives telles qu'elles ont été imposées un peu partout, on voit qu'il n'y a pas toujours eu des termes aussi brutaux, mais par contre, la mise en œuvre a toujours été très très rapide. On passe très rapidement d'une déclaration, un texte programmatique, paf, on met en œuvre la politique. Et dans le cas du canton de Vaud, donc, on a une ministre socialiste qui a instauré un programme qui s'appelle le Concept 360. Le Concept 360, c'est l'idée qu'on élabore. C'est un programme, c'est pas une loi, c'est pas un règlement, c'est un texte. On ne sait pas rédigé par qui, bon, on a des soupçons, il paraît que machin a été convié, etc. C'est un texte bureaucratique, il n'y a pas de nom. Et dans ce texte, donc, l'école prétend résoudre tous les problèmes. D'où l'expression 360, on va résoudre tous les problèmes à travers ce concept d'inclusion. Et la ministre, quand elle est arrivée, elle a vraiment fait sa campagne sur l'idée de « moi, je vais briser les résistances des enseignants, je vais les bouger, vous allez voir ce que vous allez voir ». Bon, ce qu'on a vu, c'est que ce sont les enseignants qui l'ont bougé, puisqu'aux prochaines élections, elle a été écartée. Elle a perdu le pouvoir, et vraiment, c'est pas du tout une humeur antisocialiste, c'est-à-dire que vraiment, elle a perdu sa clientèle, les enseignants ont voté contre elle très clairement. Ce qui fait qu'elle est un peu responsable du passage à droite du canton de Vaud, donc à partir de 2022. Donc voilà, à l'époque, elle avait mobilisé un peu l'humeur anti-enseignant qu'on trouve assez facilement partout, et notamment dans le canton de Vaud, puis même l'humeur anti-fonctionnaire. Alors, par exemple, elle a prétendu que les évaluations étaient très positives alors qu'elle n'avait pas encore mis en œuvre la politique. Et d'une manière générale, elle a mis cette politique inclusive à marche forcée, elle a épuisé les enseignants, ça lui a fait perdre les élections, comme je vous le disais. Et aujourd'hui, on a un nouveau chef de département qui est de droite et qui cherche à revenir en arrière sur l'inclusion, appuyé par une politique, une campagne anti-inclusion de son parti, parce qu'on a effectivement une droite libérale, parce qu'il y a besoin de droite libérale, pas vraiment l'extrême droite, une droite libérale qui a tourné sa veste actuellement, c'est pas que en Suisse, hein, c'est un peu partout, c'est-à-dire une droite libérale qui était quand même plutôt favorable aux politiques inclusives et qui aujourd'hui se retourne complètement, peut-être un peu par démagogie, parce qu'on voit que ça déplaît aux gens, donc on va peut-être faire sa campagne contre l'inclusion, parce que ça permet évidemment de faire des voix. Donc je pense qu'on a en leur miniature au niveau cantonal ce qui se passe un peu dans le monde. On a une gauche qui a quand même fait de la politique contre ses clientèles, parce que quand on est de gauche faire la politique contre les enseignants, c'est quand même un petit peu suicidaire. Et une droite donc, qui abandonne aujourd'hui le libéralisme. Donc la droite était assez favorable à cette idée de la diversité, chacun s'exprime selon ses capacités, etc. etc. Aujourd'hui on revient à quelque chose de beaucoup plus dur, l'école c'est pour les méritants, etc. etc. Alors, dans cet ouvrage, on fait une petite analyse du lexique de l'inclusion. C'est pas moi qui l'ai faite, c'est mon amie Héloïse Durler. Je crois que je vous en parlais, mais je pense que c'est déjà un petit peu daté, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on voyait quand on a sorti l'ouvrage, ou juste avant, 23-24, en début 23-24. Alors, le lexique, premièrement, quelque chose qu'on retrouve souvent dans les textes sur l'inclusion, c'est l'opposition entre intégration et inclusion. Donc il y a toute une rhétorique sur l'intégration, c'est l'uniformité, c'est l'élève doit s'adapter à l'école, alors que l'inclusion, c'est l'école qui s'adapte aux élèves. Bon, quand on regarde l'histoire des termes, on voit très simplement que dans la déclaration de Salamanque, en anglais on dit inclusion, et dans les langues latines on dit intégration.
Et puis ensuite, il y a eu une anglicisation, tout le monde a dit inclusion, mais en fait, c'est toujours au nom de la déclaration de Salamanque, qui est donc la déclaration qui sert de base aux politiques inclusives. Donc il n'y a pas eu, avant la déclaration de Salamanque, on parlait d'intégration, après on parlait d'inclusion, ça dépend de quelle langue on parle, tout simplement. Donc voilà, après il y a des oppositions rhétoriques, l'inclusion, l'intégration c'est mal, l'inclusion c'est bien. Moi je trouve que ça ne tient pas du tout, ou très très peu. Aujourd'hui, en tout cas, on constate que, ce qu'on constate nous sur le terrain, c'est que l'école continue à adapter les élèves plutôt qu'à s'adapter aux élèves. On a de toute façon des logiques d'évaluation, alors ça n'a rien à voir, mais ça fait partie du système éducatif. Les logiques d'évaluation sont de plus en plus dures. On a, dans certains pays, une publicisation même des résultats aux évaluations de l'établissement, de l'enseignant, etc. Donc on est dans des logiques très dures dans lesquelles les enseignants, auxquels ils peuvent difficilement déroger, ce qui fait que ce sont les élèves qui vont déroger. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, ben, les normes, c'est les mêmes, et on voit bien qu'il y a un durcissement des normes scolaires, on ne voit pas un assouplissement des normes scolaires, mais on adapte les élèves, c'est-à-dire on leur donne un ordinateur, une tablette, ceci, cela, mais finalement ce sont les élèves qui sont considérés comme moins que les autres, parce qu'ils bénéficient d'un certain nombre de choses. Voilà. Donc l'école ne change pas, ce sont les élèves qui sont sommés finalement de changer. Ensuite, il y a le thème de l'équité contre l'égalité. Donc l'équité, alors ça c'est déjà un thème qu'on entendait dans les années 80. Hein. L'équité consiste à donner à chacun selon ses besoins, au lieu de la même chose à tout le monde, etc. Ce qu'on voit, c'est que finalement l'équité permet de justifier des parcours qui sont des parcours différenciateurs, différenciés, voire des parcours très inégaux, au prétexte que chacun a des besoins différents. Ce qu'on voit finalement, je vais en parler un peu après, hein, mais on voit des élèves qui ont des parcours d'évalués. C'est des pratiques de personnalisation des parcours qui viennent de l'enseignement spécialisé, c'est-à-dire des pratiques d'enseignement spécialisé qui viennent de l'enseignement ordinaire et qui permettent à des élèves, par exemple en Suisse, de ne pas faire d'allemand, de ne pas faire de maths, etc. et d'avoir à la fin un certificat de scolarité qui est d'évaluer, enfin un diplôme qui est clairement d'évaluer. Voilà. Et donc, on a la tentation pour des enseignants, on en reparlera. Dès qu'un élève a des problèmes, paf, on lui met un programme personnalisé, comme ça, on n'a pas à rendre de compte sur le fait qu'il échoue d'entrée, il ne fait pas l'allemand, il ne fait pas les maths, donc il n'aura pas de problème. Et l'enseignant n'aura pas de problème non plus. Ben, on verra qu'il aura des problèmes, on fait l'enseignant, mais il s'en rend compte après. Voilà. Et en Suisse, surtout, il faut retenir que tous les cantons suisses pratiquent la ségrégation scolaire très précoce. Hein. L'enseignement secondaire obligatoire il est ségrégé en 2, 3, voire 4 voies différentes, donc très hiérarchisées évidemment. Et donc on a cohabitation entre une idéologie très ségrégationniste, hein, de type, dès le début, on sait si l'élève va être scolaire ou non scolaire. Donc scolaire, il va réussir, non scolaire, il n'est pas fait pour l'école, il va falloir que rapidement il fasse de l'apprentissage. Et donc on a cohabitation entre cette ségrégation et puis cette école inclusive qui promet la réussite pour tous. Donc ce qui fait que vous avez des enseignants qui en dernière année de primaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle la 7e et 8e année en Suisse, enfin dans le canton de Vaud, pardon, mais non, ça c'est en Suisse maintenant puisque c'est uniforme, et bien pendant la 7e et la 8e, ils doivent à la fois programmer les élèves pour aller dans la bonne filière ou dans la mauvaise filière, tout en prenant la réussite pour tous. Voilà, c'est cette contradiction dans laquelle se trouvent les enseignants de l'école primaire aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a la question de l'individualisation du traitement, notamment par la différenciation pédagogique dont je parlerai, qui serait la meilleure manière de traiter les élèves, mais on voit que cette notion de différenciation pédagogique a beaucoup changé de sens. On peut la dater d'environ 1979, c'est à ce moment-là qu'on parle de différenciation pédagogique. Très clairement, on répond à la massification de l'enseignement secondaire qui a lieu depuis le milieu des années 60, et on se dit, il faut différencier un peu, c'est-à-dire, en fait, il faut évaluer clairement le niveau des élèves, et d'après ce niveau, faire en sorte d'égaliser les niveaux. On est très clairement dans une logique d'égalisation des niveaux, et on est dans une logique assez technique. Hein. Si vous lisez les travaux sur la différenciation pédagogique des début des années 80, vous avez des travaux, c'est assez difficile à comprendre, c'est assez technique, c'est comment on fait pour faire en sorte que les élèves aient d'égaliser les niveaux au cours de l'année, et non pas de différencier encore plus les élèves. Aujourd'hui, quand on parle de différenciation pédagogique, c'est très vague. Ça consiste surtout à célébrer la différence, chaque individu différent, etc. Il faut à la fois donner à chacun selon son niveau, ses besoins, tout en constituant quand même une communauté, etc. Et puis, l'objectif de réduction des inégalités d'apprentissage n'est plus explicitement annoncé dans les textes officiels, et on verra tout à l'heure que chez les enseignants non plus,
Pour les enseignants aujourd'hui, il est clair que la différenciation pédagogique ne sert pas du tout à réduire les inégalités. Ça sert à autre chose, et notamment à faire de la gestion de classe. Voilà, et puis quand on regarde donc, le concept 360, qui est notre texte programmatique dans le canton de Vaud pour l'inclusion, on voit que tout s'articule autour de la notion de besoin ou de trouble, et dans cette notion de trouble, tout est un peu inquiétant, tout est la diversité, en fait c'est pas du tout un thème valorisé. Alors on a le discours de la diversité qui est un discours valorisant en général, hein, chacun a ses potentialités, tout ça. Et puis là, dans ce texte, concrètement, la diversité, c'est censé un peu effrayer les enseignants, il faut gérer la diversité, etc. On parle peu de handicap, et on a cette notion de besoin éducatif particulier, ou besoin éducatif spécifique, qui est vraiment au centre des politiques inclusives. Mais ce qu'on voit, c'est que contrairement au concept traditionnel du rapport Warnock, hein, qu'on renvoie aux années 70 en Angleterre, 78, l'idée de besoin éducatif particulier, c'était de démédicaliser la difficulté scolaire. Aujourd'hui, le besoin éducatif particulier surmédicalise la difficulté scolaire. Là, on est dans un paradoxe total. On a vraiment un résultat totalement opposé aux intentions de départ. Au départ, c'était l'idée de, bon, il y a quelques handicaps, mais il y a aussi des tas de spécificités individuelles liées à la vie de la personne, et puis donc il faut répondre à ces besoins en particulier. Et aujourd'hui, en pratique, on ne définit un besoin éducatif particulier que si on est passé par un diagnostic ou médical ou quasi-médical. C'est-à-dire, si c'est pas un médecin, si c'est pas un pédopsychiatre, c'est au moins un psychologue, etc. On a une petite temps. D'accord. Bon. Alors le problème, c'est que le besoin éducatif particulier est un concept très hétéroclite, hein, et il représente cette idée de l'inclusion va gérer tous les problèmes de l'école. Et puis donc on a par exemple... ah oui, pardon, ça j'en parlerai après, si j'ai le temps, sinon on n'en parlera pas. Mais bon, donc ce qui est frappant aussi, et j'ai aussi écrit un article là-dessus qui montre comment les politiques inclusives et les pratiques inclusives des enseignants finissent par évacuer les questions du didactique, les questions de savoir, etc. On est comme s'il y avait un lien direct entre le fait d'avoir un handicap et la réussite scolaire. Et entre les deux, il n'y a pas tellement de médiation par les savoirs ou les façons d'enseigner. Et on voit ça dans les rapports 360 notamment, le concept 360, il n'y a pas de terme savoir, il n'y a pas de terme connaissance, on ne parle pas non plus de réduire les inégalités d'apprentissage, on parle de gérer la diversité essentiellement. Et donc le vocabulaire d'inégalité sociale a complètement disparu. Alors qu'est-ce que ça donne, la politique inclusive dans le canton de Vaud du point de vue statistique? Alors on voit effectivement que, on parle de déplacement des marges de l'école, c'est-à-dire qu'on voit effectivement que les diverses institutions spécialisées qui accueillaient traditionnellement les élèves handicapés, inadaptés, besoins particuliers, etc., elles diminuent. Notamment pour des raisons financières. Ce sont des institutions souvent privées ou paraprivées ou parapubliques dans le canton de Vaud, donc on les finance moins, tout simplement. Dans les écoles ordinaires, on demande à supprimer les classes spéciales qui accueillent des élèves d'effectifs réduits. Et donc ça c'est aussi financier, un argument financier. Hein. Plus vous intégrez d'élèves dans des classes ordinaires, plus vous réduisez les classes spéciales, plus vous avez d'argent. Et on voit qu'il y a un taux de séparation qui diminue effectivement. Hein. Le taux de séparation, c'est le nombre d'élèves séparés de l'enseignement ordinaire. Et ce taux de séparation, il sert notamment à comparer les cantons suisses. Donc on regarde par exemple en 2000, il y avait 6,2% d'élèves qui étaient séparés. Aujourd'hui, ou en 2022 en tout cas, il y en a 2,4%. Donc on voit vraiment qu'il y a un effet de cette politique. Hein. C'est une politique essentiellement financière, d'incitation. Et donc, je passe. Et puis, ce qu'on regarde, c'est que... attendez, je voulais quand même pas oublier. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'on voit... Alors, comment ça se passe, en fait? Les élèves sont effectivement dans des classes ordinaires, mais ils sont sans cesse sortis des écoles. Il y a ce qu'on appelle des dispositifs interstitiels. Alors, des classes ressources, et il y a plein de noms, parce que il y a une imagination, les établissements choisissent leurs noms, les classes ressources, les espaces pédagogiques, après il y a la logopédie, l'appui, enfin toutes ces choses très institutionnelles et très anciennes, les classes arc-en-ciel, les classes trampolines, etc. Et donc, les élèves sont inclus relativement, ils sont souvent sortis de leur classe, et leur retour est difficile. En fait, on voit bien que chaque fois qu'un élève est sorti, quand il est sorti, mettons, 4 ou 5 heures par semaine,
quand il revient, il faut qu'il rattrape, il est déjà en retard en général, et pour l'enseignant, c'est du boulot parce qu'il peut avoir 2 ou 3 élèves qui sont comme ça, un peu, déjà en retard à la base et encore plus en retard parce qu'ils ont été sortis. Alors évidemment, ils ont été sortis pour faire des apprentissages, mais qui ne sont pas forcément les apprentissages qui se situent dans le cours de ce que fait l'enseignant. Et donc, on voit souvent, là on a observé pas mal, on voit beaucoup d'élèves qui sont dans leur classe, mais ne participent pas aux activités avec les autres élèves. Il y a des tas de dispositifs qui permettent de les séparer. On voit des cas où carrément on met un carton autour de l'élève pour qu'il ne voit pas ses collègues, qu'il ne faut pas qu'il regarde au tableau. Puis évidemment, il y a l'assistante à l'intégration, ce qu'on appelle la SH, qui fait des activités particulières avec lui. On lui demande de tourner le dos. Enfin, il y a des tas de situations comme ça où finalement l'élève il est inclus de façon faciale, mais en réalité il n'est pas tellement inclus. Voilà. Alors on est passé donc on est passé de 3,6% d'élèves qui étaient séparés à aujourd'hui 15 à 20% d'élèves qui sont dits à besoins particuliers et qui sont dans les classes ordinaires. Vous voyez, on transforme des élèves qui étaient autrefois écartés en élèves à besoins particuliers, mais cette catégorie, elle augmente énormément. On passe à 15 à 20%. La dernière enquête que j'ai faite, moi, auprès des enseignants, elle n'est pas dans l'ouvrage. En gros, aujourd'hui, il y a à peu près un élève à besoins particuliers par classe. Donc voilà, c'est le minimum, il y a au moins un élève à besoin particulier par classe. Donc ça fait beaucoup. Il y a une inflation donc, des besoins particuliers, et on voit dans le canton de Vaud, il y a un programme pour les catégoriser en 4 catégories. Enfin, la première catégorie, socle universel, pas de besoins particuliers. Puis après, il y a action ciblée, intervention spécifique, intervention intensive. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? On supprime l'offre de l'enseignement spécialisé, enfin on l'a réduit, on l'a réduite, mais maintenant comme la droite est passée, elle réaugmente cette offre d'enseignement spécialisé. On l'a réduite momentanément, mais on a créé un effet d'offre de diagnostic énorme, un effet d'intensification de l'usage des pédopsychiatres et tous les gens qui peuvent faire des diagnostics. Voilà. Et surtout, on a une catégorie qui est devenue de plus en plus hétéroclite, où on mêle les élèves allophones, on parle de troubles de l'allophonie, les enseignants parlent de troubles de l'allophonie. Alors, ça n'existe pas, ils ont tort, mais c'est clair, mais enfin, on entend souvent le trouble de l'allophonie. Alors, les élèves dyslexiques, les autistes, ceux qui sont simplement indisciplinés, il y en a énormément. Je ne vais pas beaucoup en parler, mais il y a des auteurs français, on a constaté la même chose. D'ailleurs, moi j'ai constaté la même chose en comparant ça à une enquête que j'ai faite plus tard. Il y a une transformation d'élèves qui posent simplement des problèmes de discipline en élèves diagnostiqués. Donc quand on regarde les statistiques officielles, finalement, il n'y a pas beaucoup d'élèves qui posent des problèmes de comportement, il y a beaucoup d'élèves diagnostiqués. Mais à la base, quand on regarde le processus, nous, c'est ce qu'on a vu, c'est le processus, on a énormément d'élèves, ça démarre sur de la simple indiscipline. Et parfois des indisciplines mineures. Bon, il faut dire que le canton de Vaud est culturellement, on aime l'ordre, on aime bien que tout soit bien aligné. Donc un élève qui ne veut pas prêter ses jouets, c'est un gros problème. On peut demander à la maman, ramenez-le chez vous, on ne peut pas le scolariser parce qu'il ne veut pas prêter ses jouets. Donc quand on lui prend ses jouets de force, il tape. Donc c'est pas un élève d'école primaire, je ne parle pas de collégien. Donc voilà, c'est des cas comme ça, et tout d'un coup, il y a une transformation, pas tout d'un coup, mais progressivement, vous avez la transformation d'un élève qui pose un problème, un fonctionnement assez banal, en un élève qui a des problèmes, et qui devient un élève diagnostiqué. Voilà, donc on a les jeunes filles enceintes, alors ça c'est pas en canton de Vaud, j'avais lu ça dans des recherches sur l'Angleterre, donc les jeunes filles enceintes, c'est un élève à besoin particulier. Voilà, alors, il y a donc ce processus de particularisation des familles. Donc la catégorisation en besoins particuliers fait que finalement il y a des familles d'élèves TSA, donc troubles du spectre de l'autisme, il y a des familles d'élèves TDAH, donc troubles hyperactivité ou sans hyperactivité, TDA sans hyperactivité. Et puis on a des associations qui reproduisent, les associations de parents d'autistes, les associations de parents de TDA, les associations, etc., etc. Donc les discours d'inclusion parlent toujours de communauté éducative. La communauté éducative, c'est la communauté de tous les parents avec tous les enseignants qui vont résoudre des problèmes ensemble. Et en fait, cette communauté n'existe absolument pas puisque les parents sont fragmentés d'abord et ensuite ils sont individualisés. Je vais en parler juste après. Et donc les écoles tendent à réduire tout ce qui est aspect collectif. Dans beaucoup d'écoles primaires, on a une réunion de parents au début d'année pour donner les directives. Votre enfant ne doit pas faire ci, ne doit pas faire ça, il y a beaucoup d'interdictions, et puis c'est terminé. Tout ce qui est collectif, c'est terminé. Ensuite, on pratique énormément l'entretien individuel, beaucoup d'entretien individuel, alors surtout s'il y a des problèmes. Donc l'entretien individuel, par définition, ça individualise la famille, votre enfant a un problème.
Et puis, ce qu'on appelle les réseaux. Alors, je ne sais pas si ça existe en France. Les réseaux, c'est quand un élève est plus ou moins diagnostiqué, mais pas forcément encore. Il peut y avoir un simple bilan qui pose problème. On articule un réseau autour de l'élève, c'est-à-dire il y a l'enseignant, il y a le pédopsychiatre, enfin ça dépend du cas, hein, mais il peut y avoir 15 personnes. Il peut y avoir 15 spécialistes, l'éducatrice de jeunes enfants, le travailleur social, l'éducateur, l'enseignant, le doyen, la doyenne, le directeur d'établissement, etc., etc. Et donc, et il y a les parents. Et les parents, évidemment, ils sont dans une situation plutôt difficile. Je vais en parler juste après. Hein. Donc, voilà. Et quand on interroge les enseignants, et nous, on fait de la formation des enseignants, donc on interroge les étudiants qui travaillent avec leur maître de stage sur ces cas, on voit que la difficulté scolaire, c'est toujours individuel. Il n'y a pas de difficulté collective. Il n'y a pas de classe qui pose des problèmes. Parce que ça poserait le problème de l'enseignant un petit peu. Il n'y a que des élèves qui sont individuellement problématiques et 80% de ces élèves sont des garçons. Juste, est-ce que par hasard les garçons ont plus de problèmes psychologiques ou autres voilà. Donc voilà. Alors dans notre enquête, on a 10% de handicap, 17% de difficultés d'apprentissage, 67% de problèmes de comportement. Et donc je vous dis, là on est dans les processus, mais quand on sera à la fin, dans l'enquête que j'ai faite auprès des enseignants, on n'a plus de problème de comportement. On a 10%, même pas 7% ou 10%, je ne sais plus. Je n'ai pas les chiffres là, mais en gros c'est de cet ordre-là. Donc tous ces problèmes de comportement ont été transformés en problèmes retard mental, enfin il y a des tas de trucs. Voilà. Donc on a des politiques inclusives qui s'accompagnent d'une volonté de repérer précocement les élèves. On a de plus en plus d'enseignants qui demandent à repérer les élèves à l'école maternelle, etc. Voilà, pour ça je vais passer, mais disons qu'il y a beaucoup de cas différents, mais je rappelle que l'allophonie ou l'origine étrangère sont souvent considérés comme des troubles ou des besoins particuliers. Alors, on constate aussi que la médicalisation conduit les enseignants à se déposséder de leur expertise. Très souvent, ils renoncent à trouver des solutions scolaires. Bon, par exemple, on voit dans le canton de Vaud, il y a la calamité des devoirs. Les enseignants donnent souvent beaucoup de devoirs. Bon, on voit bien les mécanismes, c'est très classique. Vous avez une classe où les élèves font leurs devoirs en général, mais vous en avez 2 ou 3, ils ne les font pas. Ils ne font pas pour des raisons diverses. Hein. Ça peut être simplement parce que les parents rentrent tard le soir, ne s'occupent pas d'eux, etc. Donc ils accumulent rapidement le retard. Ce retard peut se transformer évidemment en indiscipline parce que l'élève qui ne comprend rien, parce qu'il n'a pas fait les devoirs, qui se fait gronder tout le temps, au bout d'un moment il commence à faire l'imbécile, et puis à la fin, voilà, il a un diagnostic, il a un grave problème, et on délègue ce problème à un psychologue, un pédopsychiatre, etc., etc. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les élèves qui sont BEP, donc besoins éducatifs particuliers, sont isolés physiquement de la classe assez souvent. Voilà, et du point de vue de la communauté, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les associations de parents d'élèves se plaignent qu'effectivement, notamment pour les politiques inclusives, mais pas seulement, hein, mais pour les politiques inclusives, les établissements, les chefs d'établissement ne communiquent pas avec eux, donc les associations de parents d'élèves n'arrivent pas à se constituer en tant qu'interlocuteurs pour les politiques inclusives. Ce sont toujours des associations de parents d'autistes, de parents ceci, cela, ou les familles du point de vue individuel. Et puis quand on regarde ce qui se passe dans les entretiens, très souvent c'est culpabilisant, très souvent on demande alors comment ça s'est passé à la maison, c'est vraiment la phrase rituelle, pardon, comment ça se passe à la maison, c'est la phrase rituelle mais qui signifie surtout que rien ne se passe à l'école. Il n'est pas question qu'on explique aux parents comment ça se passe à l'école, enfin, si ce n'est dire votre enfant pose des problèmes, il tape ses copains, etc. Mais comment ça se passe à la maison, sous-entendu, il y a sûrement un problème à la maison. Vous le faites pas dormir assez tôt, il est toujours sur les écrans, etc., etc. Et évidemment, s'il y a un divorce, s'il y a une maladie, s'il y a de l'alcoolisme, etc., je passe sur tout ce qu'on peut faire comme commentaire. Et les parents sont souvent donc jugés. Alors, on a le type de la mère intrusive. La mère est presque toujours intrusive, c'est-à-dire elle se mêle de ce qui ne la regarde pas, et le père, lui, il est absent. Le père ne s'occupe de rien, etc. Classique. Voilà. Donc, quelle est la fonction assignée aux entretiens ? Alors, 40% des entretiens qu'on a observés, enfin pas observés, qu'on a relevés, le but, c'est convaincre d'accepter le diagnostic, l'aménagement, l'adaptation. Parce qu'évidemment, les parents, ils ne veulent pas forcément accepter un diagnostic. 13,8%, donc 14%, faire le point sur une mesure qui a déjà été prise avec un diagnostic, etc. 10% expliquer une décision qui a été prise par l'établissement. 7% ou 8% pour créer du lien. 4,6% pour signaler le comportement de l'élève, et tout le reste, 23%, c'est des réseaux. Donc les réseaux, c'est, comme je vous le dis,
les parents face à toute une armée de spécialistes. Les réseaux sont souvent effrayants pour les parents, surtout les parents qui ne sont pas très formés, pas très diplômés, etc. Ils sont souvent effrayés par tous ces gens. Et en plus, le réseau, moi j'ai participé à des réseaux, enfin j'ai assisté, j'étais dedans, le réseau se réunit sans les parents d'abord, pour se bétonner, pour préparer la décision qui va être imposée. 3 minutes, wow. Bon, j'avais plein de choses à dire. Alors, bon, en tout cas, c'est effrayant pour les parents. Et très souvent, en plus, ce qui se dit quand les parents ne sont pas là, c'est souvent assez atroce. C'est souvent des commentaires à l'emporte-pièce, assez souvent désobligeants pour les parents. Vous avez par exemple l'éducatrice d'un enfant qui est allée une fois dans l'appartement et qui vous dit c'est sale, c'est mal rangé, en Suisse en plus c'est sale, c'est pas possible. Voilà. Et puis surtout, ouais, ça c'est quand même important, c'est que dans ces réseaux, donc les parents sont tellement effrayés que souvent ils acceptent tout ce qu'on leur demande, le diagnostic, le bilan, oui, on va le faire, puis après ils le font pas parce qu'ils n'ont pas vraiment envie de le faire. Et donc ensuite on les accuse de ne pas être fiables, de ne pas savoir ce qu'ils veulent, de résister, etc., etc. Voilà, donc je vais finir sur les parents pour essayer quand même d'avoir un mot sur les enseignants, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus en fait, mais je vais être rapide puisque j'ai 3 minutes, donc ça va être 1 minute par axe. En fait, qu'est-ce qu'on demande aux enseignants dans le cadre des politiques inclusives? On leur demande 3 choses, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ces 3 choses, on le présente dans la plupart des textes programmatiques, des articles scientifiques ou supposés scientifiques en faveur de l'inclusion, on présente ça comme un simple changement de mentalité. Il faudrait que les enseignants voient les choses autrement. En fait, tout ça c'est du boulot, c'est juste du travail. Bon, c'est effectivement un changement de mentalité, mais c'est aussi une intensification du travail. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que on leur demande de collaborer en leur disant, mais si vous collaborez entre vous, si vous collaborez avec des spécialistes, etc., ça va vous aider. Oui, mais organiser un réseau dont je vous ai parlé, ça prend un temps fou, parce qu'il faut appeler tout le monde, écrire à tout le monde, attendre que les gens répondent ne répondent pas, évidemment, et coordonner tous ces gens, et ça prend énormément de temps. Et l'enseignant, c'est quelqu'un qui, normalement, prépare des cours, fait des cours, etc., corrige, et n'a pas que ça à faire. La personnalisation, donc voilà, les réseaux, c'est toutes ces personnes. La personnalisation, qu'est-ce que c'est? C'est les plans personnalisés, ça existe en France aussi, c'est les PPRE, etc. Voilà. Donc c'est des plans qu'on fait pour un élève qui est censé ne pas être capable de faire tout comme les autres, donc on va faire un programme spécial avec des objectifs spéciaux, etc. Évidemment, l'enseignant fait souvent ça en disant, bon, celui-là, je ne vais pas y arriver, donc je vais lui supprimer une matière où je vais lui donner des objectifs plus modérés. Mais ensuite, il se rend compte que c'est un travail énorme, parce qu'il faut suivre ce plan, il faut justifier énormément, il y a énormément de rendre compte, de justification à la direction, à la hiérarchie, à l'inspecteur, s'il y a des inspecteurs, pas dans le canton de Vaud, mais enfin il y a tout ce travail, donc qui alourdit beaucoup, et qui est un élément en plus de méfiance institutionnalisée, parce qu'en fait ce qu'on veut faire à travers ce plan, c'est contrôler si l'enseignant fait bien son boulot, et s'il peut justifier, surtout auprès des parents, qu'il se bat pour cette pauvre élève qui n'arrive pas à faire ces choses-là. Et puis la différenciation pédagogique, alors là, ça j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est un peu le summum d'une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire c'est devenu un discours, un allant de soi, il faut différencier. Mais différencier, qu'est-ce que ça veut dire? C'est devenu extrêmement vague, c'est-à-dire on ne sait plus du tout ce que c'est que la différenciation pédagogique. Alors vous avez des phrases comme par exemple dans le concept 360, concevoir des situations suffisamment flexibles tout en simulant la création d'une communauté d'apprentissage. Voilà. Débrouillez-vous avec ça, allez-y. Voilà, quand on demande aux enseignants ce que c'est que la différenciation pédagogique, voilà ce qu'ils disent. Alors, il y a une dimension orthodoxe, il y a les théoriciens de la différenciation pédagogique qui vous diront ça c'est orthodoxe, et puis il y a ce qui n'est pas du tout orthodoxe. Alors, planifier les cours en prévoyant des niveaux de différentes difficultés, ça c'est orthodoxe. Bon, voilà. Donc 84 ou 84% des gens pensent ça, bon ça c'est bien. Mais finalement, vous avez un éclatement de la conception de ce que peut être une différenciation pédagogique, par exemple faire des groupes de niveau, alors là les théoriciens en disent pas du tout, c'est pas du tout ça. C'est interdit. Faire intervenir un enseignant spécialisé, non, c'est pas ça. Enfin, vous voyez, les enseignants, finalement, ne savent plus ce que c'est que faire la différenciation pédagogique, puisqu'on leur dit un peu tout. Et quand on regarde les programmes officiels, les programmes comme le concept 360, c'est pas plus clair, on ne sait pas ce que c'est. Voilà, donc, je sais pas, comme je dois avoir épuisé mon temps, c'est ça? Voilà. Donc, si vous avez des questions, je peux répondre pendant un quart d'heure ou plus, je sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était vraiment très intéressant et ça résonne avec des discussions que j'ai quasiment au quotidien avec une des pouces qui est professeur des écoles et qui se pose énormément de questions justement sur est-ce qu'elle fait bien son travail, est-ce qu'elle n'est pas pris dans des injonctions complètement différentes. Micro. C'est bon? Ouais. Voilà.
J'ai besoin de reprendre ou pas? Je sais pas. Non, ça va. Et moi, le propos, je trouve qu'il est très intéressant. D'une part, parce que vous donnez à voir tout le kaléidoscope des situations marquées par une dialectique qui est très complexe, parce que c'est pas ni plus ni moins qu'une dialectique inclusion-exclusion. Il y a de l'inclusion anti-inclusion, il y a de l'inclusion de séparation, et on voit en fait toutes ces situations qui sont diverses et variées et qui sont toutes problématiques. La deuxième chose, c'est qu'on voit, vous mettez bien en avant la circulation des normes, la circulation des valeurs, la circulation des morales. C'est quelque chose qui est de plus en plus important aussi en géographie, la question des régions morales et des frictions en matière de régions morales, et la question de la légitimité de l'action avec ces entrepreneurs de morale. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, je pense, c'est cette brutalité. Le fait que c'est d'une brutalité en fait inouïe en fait des politiques inclusives. Une brutalité à la fois pour les parents, brutalité pour les enseignants, brutalité pour la communauté éducative, de fait justement de ces régions morales, mais aussi de fait du caractère pratique de la mise en œuvre qui est pas bien pensé, pas convenablement bien pensé, ou qui n'a pas pris le temps d'être pensé. Et avant de donner la parole au public, moi j'aurais 3 questions. Une question un peu BFM TV, un peu politiquement incorrecte, et en fait, vous parlez qu'il y avait avant 3,6% d'élèves qui étaient séparés, maintenant c'est 15-20% d'élèves à besoin particuliers. En gros, comment on peut expliquer ce décalage? Est-ce qu'il y a plus de diagnostics? C'est une question lancinante qui revient régulièrement quasiment dans tous les papiers, dans tous les journaux. Comment on explique ce décalage? Alors, je risque de dire des bêtises, parce que tout le monde se pose cette question, en fait. Alors, nous, ce qu'on a constaté, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, c'est qu'il y a des diagnostics qui partent de rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont des comportements normaux. Un enfant qui tape quand on lui prend ses jouets, bon, voilà. Parce que ça, vraiment, le cas est véridique. Hein. On dit à la mère, votre enfant, vous avez le droit de le scolariser de 8h à 10h. À 10h, vous nous le cherchez, parce que bon, on ne peut pas le garder toute la journée, ces gamins. Enfin, la demi-journée, parce que c'est à l'âge où ils sont scolarisés que le matin. Donc déjà, donc des cas comme ça, on en voit, ou des cas où, par exemple, vous avez une enfant qui est censée avoir un retard mental absolument extraordinaire, et puis l'année d'après, les enseignants disent, bah non, normal, pas de souci, quoi. Donc, on voit que l'incitation à... D'abord, il y a la pression à l'évaluation. Il y a quand même ça. C'est-à-dire que l'enseignant doit avoir une place nickel au niveau évaluation. Donc ça fait pression. Et donc, dès qu'on peut trouver le moyen de déroger, hein, de dire, bon, bah, celui-là, il va faire autre chose parce qu'il va me casser le niveau, donc je vais lui mettre un programme personnalisé où je vais demander à ce qu'il soit exclu, etc. On le fait. Enfin, on le fait en croyant qu'on se débarrasse d'un problème. Le paradoxe, là, c'est que les enseignants se disent « je vais me débarrasser d'un problème » et en fait, ils se mettent des problèmes sur la tête. C'est-à-dire qu'après, il y a de la paperasse, il y a de l'administratif, il y a du contrôle, il y a de la coordination. C'est très compliqué. Mais alors, pourquoi donc tous ces diagnostics? Il y a ce phénomène, il y a l'incitation à faire du diagnostic, tout simplement. Voilà. Et puis après, oui, on dit aussi qu'il y a une augmentation de la prévalence des TDA. Moi, je vois autour de moi, bon, ma fille, elle est considérée comme TDA, je vois autour de moi, tout le monde a des TDA. Je sais pas. Là, je ne suis pas psychiatre. Et voilà, l'autisme, c'est pareil, il y a quand même une augmentation de l'autisme. Alors, ce que je constate aussi, c'est que, comme tout le monde fait des tests, il y a des gamins qui clairement ne seraient pas déclarés autistes parce qu'on parle d'autisme léger. Alors vous voyez, un enfant qui ne parle pas beaucoup, qui reste un petit peu dans son coin, aujourd'hui il est autiste léger, alors qu'il y a 20 ans, ça aurait été un élève, c'est tout. Il y a quand même, je pense qu'il y a un peu de tout. Il y a plein de... C'est multifactoriel, je crois. Deuxième question BFM. Depuis que c'est passé à droite, une droite de moins en moins libérale dans le canton de Vaud, en gros, est-ce que le mythe ou le retour du mythe méritocratique a un effet immédiat sur les logiques anti-inclusion? Oui, bah ça c'est clair. Alors vraiment, les partis de droite en Suisse, notamment en tout cas dans le canton de Vaud, ils sont très très en faveur d'une vision méritocratique, mais qui est une vision vraiment, comment dirais-je, on est plus dans... il y a deux formes de mérite, hein, il y a plein de sociologues qui ont dit. Il y a le mérite de type le travail, et il y a le mérite, le don. Parce que le don, finalement, c'est aussi une forme de mérite pour certaines personnes. En Suisse, on est plutôt dans le don, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans les enfants sont prédestinés, de toute façon, dès le début. Il y en a qui vont réussir les études, il y en a qui vont échouer, donc c'est pas la peine de se fatiguer à scolariser des enfants qui sont pas doués. Voilà. Donc il y a une orientation précoce vers... alors, dans la plupart des cantons, je vous ai dit, il y a plusieurs filières. Dans le canton de Vaud, il y a 2 filières pour l'instant, il y en avait 3 avant. La gauche a réussi à supprimer une filière, mais en même temps, dans la filière dévalorisée, elle a créé 2 groupes de niveau, donc c'est à peu près la même chose. Il y a une croyance très forte
Parce que tout ça se vote dans des initiatives, hein, des référendums. C'est le peuple qui vote pour ça. Donc il y a une forte croyance dans la prédestination des élèves. Une dernière question, parce que vous avez le temps de poser des questions quand même. Merci, tu es gentil. C'est pour ça. Tout à l'heure, dans les fonctions assignées aux entretiens, il y avait marqué 7,7% pour créer du lien. Et en fait, est-ce que la solution de la politique inclusive ne viendrait pas justement d'un impensé quasiment qu'on retrouve dans tous les pays de la coéducation, ou de faire des alliances éducatives, quoi. Alors, qu'est-ce que tu appelles des alliances éducatives? Il y a plein de sens. En fait, essayer de à la fois associer l'école formelle et informelle, et tout le temps qu'on passe dans l'école informelle, on passe quasiment plus de temps dans les structures non formelles comme des structures formelles. Et de quelle manière... Les structures non formelles, c'est quoi? Tout ce qui est dans ce temps hors normé qui est l'école, quoi. D'accord, mais non formel complètement, parce que je sais qu'en France, il y a eu, moi je suis beaucoup moins à l'actualité, mais il y a eu toute cette transformation, toutes ces activités autour de l'école, qui sont quand même institutionnelles, quoi. C'est ça que tu appelles informel? D'accord. Alors, en Suisse, il n'y a pas tellement ça. En Suisse, il y a dans le canton de Vaud, pardon. Il y a l'école, oui, puis après, il y a l'aide aux devoirs, c'est tout. Les devoirs surveillés. Il n'y a rien d'autre. Donc après, parce que si on appelle les alliances, les relations entre les parents et l'école, parce que ça en fait partie, il y a cette notion, c'est vraiment un piège, et notamment nous, ce qu'on constate dans le canton de Vaud, c'est-à-dire que on a le réflexe opposé à celui qu'on pourrait attendre d'une école républicaine, c'est si les parents collaborent, tout va bien. Si les parents ne collaborent pas, nous, on ne peut rien faire. Il y a un peu ça. Alors que, bon, on pourrait attendre le contraire. On pourrait attendre si les parents ne collaborent pas, c'est là notre boulot. Mais donc, dans l'idéologie du partenariat, il y a beaucoup ça, un partenariat école-famille. C'est si le partenariat fonctionne, l'élève mérite d'être aidé. Si le partenariat ne fonctionne pas, l'école ne peut rien faire. Moi j'avais une question. Je vous excuse, tout de suite. Vous avez dit que l'enseignant... Ah pardon, ça m'excite. Vous avez dit... Oui. Vous avez dit que l'enseignant devait avoir une classe nickel au niveau de l'évaluation. Oui. Mais du coup, je suppose qu'au bout d'un certain moment, ils comprennent que en mettant les élèves qui ne sont pas aux normes, ils se rajoutent du travail. Alors qu'est-ce qui les pousse à continuer de faire ça en fait? Qu'est-ce qu'ils risquent si tous les élèves ne sont pas au niveau de l'évaluation? S'ils n'ont pas une classe nickel? Ils risquent d'être mal jugés, d'être mal évalués. Et en même temps, vous avez raison, il ne reste pas grand-chose. Dans le canton de Vaud, par exemple, on n'est pas au Canada ou aux États-Unis où on fout dehors les enseignants qui n'ont pas les bonnes évaluations. Ils risquent d'être mal... C'est la réputation. Mais bon... Un canton en Suisse est tout petit, tout le monde se connaît, les gens ils ont fait leurs études ensemble, ils passent leur week-end ensemble, etc. Donc la réputation c'est quand même très très important. Donc c'est plus quelque chose de social en fait que financier ou que... Tout à fait. Il n'y a pas du tout de sanctions financières ni quoi que ce soit. Merci. Il n'y a même pas de publicité faite sur les enseignants, pardon. Vous allez au Canada, vous allez sur Internet, vous savez que l'enseignant de votre fils, il a mauvaise réputation, etc. En Suisse, il n'y a pas du tout de ça. Là, le côté secret fonctionne très bien aussi. Alors, j'ai une question, mais là, on va sortir en fait du canton de Vaud. Je prends le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire, qui est en Afrique. Dans l'éducation inclusive, il a dit que les parents doivent contribuer en fait de manière informelle, comme l'a dit votre collègue précédemment, de manière informelle à la bonne voulue de l'enfant. Mais comment penser des pratiques didactiques qui seraient réellement inclusives si les langues qui sont enseignées, qui sont utilisées dans les familles ne sont pas mises en valeur dans le processus d'élaboration des différentes, je dirais, maquettes et structures d'enseignement. Oui, je suis d'accord avec... derrière votre question, j'imagine qu'il y a une opinion plus ou moins... Je suis d'accord, parce que je viens de dire, le problème, c'est le problème de décréter le partenariat, ou comment vous avez dit, pardon, entre la famille et l'école, je ne sais plus quel terme vous avez employé, mais en Suisse, on parle souvent de partenariat.
c'est que effectivement, c'est bien de dire que l'école et les parents doivent collaborer, c'est super, mais parfois les parents ne peuvent pas collaborer pour des raisons très diverses. Et à ce moment-là, moi j'aurais tendance à penser, là je sors de mon rôle de sociologue qui observe, j'avoue, là c'est ma position, donc l'école devrait aller plus loin lorsque les parents n'arrivent pas à aller plus loin. Or, on est dans une position aujourd'hui où on dit, ah ben si les parents ne peuvent pas collaborer, parce que par exemple ils ne parlent pas la langue, ou ah ben on ne peut rien faire, hein, c'est comme ça. C'est un peu le piège de cette notion de partenariat. Merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je me demandais si parmi les enseignants auprès de qui vous avez fait l'enquête, est-ce qu'il y en a qui pensent l'homogénéité de ces catégories, ou plutôt à les déshomogénéiser, les catégories qui sont employées pour catégoriser les élèves, et est-ce que aussi certains d'entre eux pensent le rôle actif de l'école dans la reproduction des inégalités, voire s'organisent collectivement, ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile, trop difficile à penser pour eux en tant qu'enseignants, du coup d'évaluer ce qui est dans le sens de taper un peu sur l'école. Oui, alors le canton de Vaud est un pays un peu comme les autres, vous avez de toutes sortes d'enseignants, vous avez des enseignants qui sont très conscients bien sûr des inégalités, d'autant plus que, surtout les nouveaux enseignants, enfin vous avez vraiment une différence générationnelle, vous avez des enseignants anciens, des enseignants qui sont, alors si on parle de l'école primaire, c'est clairement à peu près 97% de femmes, donc vous avez des femmes qui sont donc plutôt des bonnes vaudoises, un petit peu autoritaires, pour qui finalement l'important c'est qu'il y ait de l'ordre dans la classe, que les élèves soient sages, et puis après, comme j'ai dit, ce fatalisme traditionnel, hein, c'est-à-dire il y a des élèves qui sont faits pour réussir à l'école, puis ceux qui ne sont pas faits, bon, c'est pas la peine de trop se fatiguer, donc il n'y a pas de pensée vraiment de la construction des inégalités sociales. Aujourd'hui, les jeunes enseignants, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés, beaucoup dans l'école, parce que en fait la formation à l'école primaire, d'enseignants d'école primaire, elle est un peu dévalorisée, parce que c'est une formation qui suppose un baccalauréat, une maturité on dit, d'évaluer, qui ne permet pas l'accès à l'université, qui permet que l'accès d'ailleurs à l'école de formation des enseignants primaires. Et cette école de formation des enseignants primaires, elle est dans la mentalité, si vous voulez, elle est assez dévaluée. Donc les parcours qui me conduisent sont des parcours relativement prudents, c'est-à-dire je veux un travail tout de suite pour gagner correctement ma vie, parce que bon, ma famille ne sont pas riches, etc. C'est typiquement ce qu'on appelle des parcours prudents. Et puis on trouve beaucoup, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes pendant des années sur l'insertion des professionnels, des jeunes enseignantes surtout. Il y a beaucoup le côté, moi ça a été dur à l'école, j'ai souffert, et puis j'ai trouvé une enseignante qui m'a aidé, donc il y en a. Et donc je veux faire ça comme métier. Enfin, il y a beaucoup ce côté, je ne fais pas enseignant parce que j'étais brillant à l'école, mais au contraire parce que j'ai eu des difficultés. Donc vous avez là une jeune génération qui est quand même un peu plus convaincue des questions d'inégalité, clairement. Par leur parcours, notamment migratoire, et par leur parcours scolaire, etc. Mais globalement, quand même, la matrice de l'école vaudoise est une matrice autoritaire dans laquelle ce qui est important, c'est la gestion de classe, c'est l'ordre. Les directeurs d'établissement souvent se préoccupent que les enseignants n'aient pas mauvaise réputation, c'est-à-dire font régner l'ordre dans la classe. Et puis voilà. Encore en tant que structure, il y a d'ailleurs une opposition systématique entre l'école de formation, là, nous, et l'école primaire, parce qu'il y avait d'ailleurs les autres aussi, parce qu'il y a des cultures institutionnelles qui sont quand même assez fortes, donc, et qui se préoccupent assez peu des inégalités, d'autant plus, comme je vous le dis, de toute façon, le rôle des enseignants primaires dans les 2 dernières années de l'école primaire va être de trier les élèves. Il va falloir faire 2 catégories d'élèves, de toute façon. Sur votre question de déshomogénéisation des catégories, ce qui ressort massivement chez les enseignants, encore une fois, c'est le même problème, hein, c'est ce qu'ils appellent les élèves à comportement, parce qu'il y a une expression vaudoise, c'est l'élève à comportement. L'élève à comportement, c'est l'élève qui me casse les pieds. Voilà, c'est ça. Ça prend une place énorme. Et comme je vous le dis, après, ça se transforme en diagnostic, quoi. Donc ces catégories, elles ne leur tombent pas dessus toutes faites, et puis ils n'ont pas à les analyser. Ils les fabriquent, ces catégories. Donc ils contribuent à les fabriquer, en tout cas. Il y a une question derrière. On prend 2 questions. Et alors Moi j'ai une question parce que vous avez dit du coup les enseignants ils savent plus vraiment ce que c'est la différenciation et comment en faire. Est-ce qu'il existe des formations justement pour former les enseignants à la différenciation
Voilà. Oui, il existe des formations et quand vous j'ai moi-même organisé un colloque sur la différenciation pédagogique en faisant venir des spécialistes de la différenciation pédagogique et je peux vous jurer qu'à la fin du colloque, j'avais rien compris et je ne sais pas qui avait compris. Franchement, c'est très rassurant. C'est n'importe quoi se vend et quand je dis vend, c'est même pas une fiction, c'est pas une image, c'est-à-dire que vous avez des gens qui montent des petites entreprises de formation continue auprès des enseignants parce que les enseignants demandent justement des choses et vous avez des gens qui viennent vous vendre des idées du type la différenciation pédagogique, c'est que les élèves puissent courir dans la pièce et puis ils peuvent jouer au ping-pong, je vous jure, véridique, ils peuvent jouer au ping-pong tout en pensant aux mathématiques. Pourquoi pas, c'est sympa, mais je veux dire, quelle est la définition qui en ressort? Voilà, j'ai un peu de mal. Merci. Non, je plaisante en disant que c'est rassurant, mais c'est vrai que ça fait partie des questions posées en formation par les futurs enseignants, donc nos étudiants ici. J'étais beaucoup frappée par cette question. Au final, il ressort qu'il s'agit plus de gestion de classe que de réflexion sur les inégalités. Et ça fait écho un peu à la situation en France, comme tu dois connaître aussi. Encore une fois, moi je pense, ton intervention m'a fait penser à quelque chose qui est ressorti dans les semaines précédentes, dans les entretiens avec des enseignants qui sont dans les dispositifs UPE2A en France, que ce soit en collège ou en primaire, mais notamment en collège, en lycée, puisque ces élèves qui sont insérés dans les dispositifs pour apprendre le français, ils disaient au cours de l'entretien, et ensuite dès qu'on peut les faire aller en inclusion, les mettre en inclusion dans les autres classes. Et là, je me suis dit, mais en fait, il est horrible ce terme, en fin de compte, parce que quelque part, quand ils vont en inclusion, ils ne sont pas inclus, dans la mesure où il ressort aussi dans les entretiens que certains enseignants, géographie, voilà, pas forcément en mathématiques, etc., ne les veulent pas. Parce que ce sont des élèves qui finalement, ils se disent, mais si je ne peux pas les évaluer, ça va être problématique. Ou alors, au pire, ils disent, oui, mais on peut les garder dans la classe, et ils restent aux marges de la classe. Mais alors que chez l'enseignant du PE2A, ils se disent, il faut qu'à un moment donné, ils sortent du dispositif pour qu'ils aillent voir dans notre matière, qu'ils soient avec les autres, mais avec une très bonne intention au début, mais en fait, ce sont les autres enseignants qui ne sont pas formés pour accueillir en inclusion, entre guillemets, ces élèves-là. Donc, du coup, quand ils sortent du dispositif, ils sont complètement en insécurité. Et c'est brutal, en fait. Je me rends compte, quelque part, que ma question maintenant est, mais alors quel terme utiliser? Parce que j'ai peur de l'inclusion, alors on a eu peur de l'intégration, on a mis de côté l'assimilation pour des très bonnes raisons, mais alors l'inclusion, il fait pas mieux. Est-ce que, je ne sais pas, tu utilises d'autres termes ou il y a d'autres façons de réfléchir à la question, de nommer la question? Moi, je pense pas qu'il faille absolument changer de terme, mais oui, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait. Le bouquin s'appelle Au nom de l'inclusion. Qu'est-ce qu'on fait au nom de l'inclusion? Est-ce que c'est vraiment l'inclusion? Souvent, c'est de l'exclusion qui s'appelle l'inclusion. C'est ça le problème. Donc, ces élèves qui sont sans arrêt sortis de la classe ordinaire, non seulement eux, je vois pas comment ils peuvent suivre une classe s'ils sont tout le temps absents, même s'ils vont en appui de mathématiques avec un prof de maths qui va les aider en maths, mais si pendant ce temps ils loupent un cours de français, ils vont être en retard en français, puis ils n'ont pas forcément fait la même chose, etc. Puis là, ils perdent la dynamique de classe. S'ils sont... parce qu'il y a des cas où les enseignants, quand on parle de différenciation pédagogique, ils croient parce qu'on leur dit en gros qu'il faudrait faire 4 ou 5 programmes dans la classe, ou 5 ou 6. Donc ils font ce qu'on appelle la pédagogie du garçon du café. Ils courent entre les élèves, comme ça ils perdent un temps fou, les élèves commencent à faire les imbéciles et tout, et ils se rendent compte que ça intensifie leur travail, c'est pas du tout efficace. Sandrine Garcia a écrit un bouquin sur l'apprentissage à la lecture des élèves en difficulté, où elle montre que les pratiques de différenciation pédagogique, ça ne marche pas du tout. Elle, ce qu'elle fait, elle a fait une expérience avec une autre sociologue, ils ont sorti les élèves de la classe en dehors, enfin, ils les ont pas sortis justement, ils ont donné des appuis en lecture en dehors des horaires de classe, donc les élèves n'étaient pas sortis de la classe, ils étaient en dehors des horaires, et à faire de l'apprentissage de lecture intensif, parce qu'en plus l'apprentissage de lecture, comme d'autres notions, il faut l'apprendre très vite. Un élève qui traîne 1 an et demi à apprendre à lire, il n'apprendra jamais à lire. Il faut qu'en 2-3 mois, ça soit fait. Donc il faut de l'intensification.
de l'intensité. Et donc ça marche. Mais sortir les élèves et les rentrer tout le temps, c'est mauvais pour eux et c'est évidemment mauvais pour l'enseignant. Chaque fois, il dit bon alors, t'es allé où toi? C'est insupportable. Et si vous en avez 3 ou 4 comme ça, vous ne pouvez pas enseigner, c'est pas vrai. C'est pas... Surtout dans des classes, après il y a le nombre d'élèves par classe. Mais vous voyez, par exemple, dans les classes spécialisées, les enseignants spécialisés sont habitués à voir, ils ont 10 élèves, ils ont 10 programmes. Bon, mais ils ont 10 élèves, mais s'ils en ont 25, même s'ils ont 10 programmes pour 25 élèves, c'est monstrueux. Donc, alors chacun apprend, et puis en plus après il y a des superstitions, la différenciation pédagogique, c'est, alors il y en a qui sont visuels, il y en a qui sont auditifs, il y en a qui sont ceci, cela, mais c'est des superstitions, ou en tout cas c'est des produits de socialisation. C'est vrai qu'on peut être plus ou moins visuel ou auditif parce qu'on a été éduqué comme ça, ou voilà, mais l'école doit dire, si toi tu es plutôt visuel, tu vas apprendre à écouter, ou si tu aimes plutôt les images, tu vas apprendre à lire, si tu aimes plutôt lire, tu vas apprendre à faire des schémas. Enfin, c'est ça normalement le rôle de l'école, c'est pas de dire on va spécialiser les gens dans leurs défauts, quoi. Enfin, dans leur... Voilà. Question courte, réponse courte. Hein. Oui, je vais aller très vite. Non, c'est par rapport à ce que vous avez dit, donc qu'il y a un courant anti-inclusion, mais qu'est-ce qu'il propose? De revenir aux anciennes situations ou qu'est-ce qu'il propose exactement? Bien sûr. Alors, réponse courte, oui, revenir au système ancien, c'est-à-dire beaucoup d'enseignants spécialisés pour les élèves qui ont des problèmes divers et variés, y compris pour les... Alors, c'est brutal, hein, quand on parle de brutalité, là aussi, les maîtresses de première et deuxième année sont allées se plaindre au Grand Conseil des conditions de travail qu'elles avaient. On leur a dit, je ne me rappelle plus, on ne transforme pas un crapaud en je ne sais pas quoi. Enfin, je sais plus. Donc, les élèves sont des crapauds. Oui, donc, ça, des députés, hein, des gens... éduqués normalement, etc. Oui, plus regonfler l'enseignement spécialisé, c'est ce qu'a déjà fait le nouveau ministre, et puis insister sur le fait qu'il y a des filières courtes, les élèves doivent aller à l'apprentissage rapidement, et puis c'est tout. Après, ça c'est le discours. La réalité, c'est qu'en même temps, le patronat, lui, pour l'apprentissage, il cherche les élèves qui sortent des bonnes filières, il ne veut pas des élèves qui sortent des mauvaises filières. Donc ces élèves qui sortent des mauvaises filières, ils vont dans des sites de transition, où ils attendent de trouver un hypothétique apprentissage. C'est un système qui ne marche pas, de toute façon. Merci. Une toute dernière question. Question rapide avec Je vais essayer. Parce qu'il pose beaucoup de questions, ça me fait plaisir. Donc, on ne va pas couper leur élan, s'il vous plaît. Moi, ma question, c'était s'il y avait une pression en fait, des spécialistes et des corps de métier diagnostiquants, dans le sens où les professeurs le vivent mal parce qu'ils ont une grosse charge de travail, les parents sont terrifiés d'aller voir les institutions. Donc, est-ce qu'il y a des pressions des spécialistes et du corps médical, en fait? Des pressions, dans quel sens vous voulez dire? Dans le sens où je suppose que plus il y a d'élèves spécifiques, plus il y a de diagnostics, et donc plus, d'une certaine façon, il y a une rentrée d'argent. Ah, donc la question financière. Oui. Oui, alors, comment dire, c'est compliqué, parce que d'une part, il y a le libéral, il y a le système libéral et le système d'État, disons. Vous avez les spécialistes qui sont payés par les autorités publiques, hein. Donc eux, ils ont tendance à... ils sont payés pareil. C'est pas parce que c'est pas de la paresse, hein, mais ils ont tendance à dire moi je vois pas l'enfant s'il n'y a pas une demande. Ça fait partie de leur déontologie. Hein. C'est la différence avec les enseignants. Et les enseignants d'ailleurs se plaignent des spécialistes en disant ouais mais nous, les élèves ils ne demandent pas à être en classe, on doit quand même s'en occuper. Alors que les psychologues et autres disent nous, on n'intervient que si vraiment l'enfant veut vraiment être consulté. Par contre, dans le privé, au niveau du libéral, bien sûr, il y a des intérêts financiers importants, mais c'est pas forcément individuel. C'est en fait, aujourd'hui, j'ai une étudiante qui fait une thèse là-dessus, sur la reconstruction de la profession de logopédiste, qui veut dire orthophoniste en France, hein, on dit logopédiste en Suisse, autour de la notion de dyslexie. En quoi la dyslexie a véritablement fait exploser cette profession. Oui, on ne peut pas dire que les individus font des pressions comme ça pour consulter plus, quoi. Mais il y a une profession qui s'est construite comme spécialiste de la dyslexie, effectivement, et qui en tire des avantages financiers. C'est-à-dire orthophoniste. En italien, c'est pareil, logopédiste. Ouais, c'est pas grave.
Merci. Merci.